Aujourd'hui, je vais vous parler de deux de mes romans, L'éveil de l'ange et la suite, L'envol de l'ange. Ce sera l'occasion d'aborder d'autres sujets, comme la pluralité ponctuelle, le rôle du maître dans l'évolution de sa soumise, et, plus complexe, la fin de relation. J'en profiterai aussi pour vous partager quelques anecdotes liées à l'écriture de ces deux romans. Pour celles et ceux qui ne veulent pas écouter la partie concernant la fin de relation et ne pas être davantage spoliés sur une partie importante de l'envol de l'ange, je vous indiquerai à quel moment vous arrêter. Mais avant de commencer, voici le résumé de L'éveil de l'ange. Solange aime écrire, mais elle doute de son talent, beaucoup trop selon son ami Axel, qui lui déniche un travail un peu spécial. Rédiger les mémoires d'un dénommé Tristan Bussy, et pour ce faire, résider dans sa propriété. Solange finit par se laisser convaincre, elle était justement à la recherche d'un emploi. Sauf que celui-ci va s'avérer particulier. En effet, Tristan Bussy n'est pas un vieux monsieur, et ses récits de vie sont d'un érotisme torride. De plus, il attend d'elle une implication très personnelle dans l'exercice d'écriture qu'il lui confie. Il faudra qu'elle aussi se dévoile. Peu à peu, Solange succombe au charme du séduisant quadragénaire, au point de s'engager lentement dans une relation charnelle aux accents de domination et de soumission. Mais elle est traversée de doutes. Tristan la désire-t-il réellement ou n'est-elle que son jouet ? Mon second roman, L'Esclave, a reçu une grande majorité de commentaires positifs. Mais j'ai aussi eu des retours m'indiquant qu'il était trop dur, trop extrême. Je m'y attendais un peu. Et à côté de ça, je recevais beaucoup de messages de personnes ne connaissant pas cet univers, qui souhaitaient en savoir davantage sur le BDSM. J'avais donc dans l'idée de commencer un roman de façon moins directe que pour devenir sienne, qui retracerait l'initiation à la soumission d'une femme étrangère à ce monde par un maître expérimenté. Toutefois, je ne me voyais pas attendre le milieu du roman pour écrire des scènes crues et excitantes. C'est pour cette raison que j'ai eu l'idée d'alterner entre le récit à proprement parler et les souvenirs du maître. Au départ, je prévoyais de rester vraiment soft pour contraster avec mes deux premiers romans, que ce soit en termes de rapports sexuels ou de soumission extrême. Et je n'ai pas su l'être autant que je l'envisageais. Pour moi, l'écriture doit être un plaisir et j'aime beaucoup écrire des scènes plutôt hard. Toutefois, il y a volontairement très peu de SM dans ces deux volumes. L'éveil de l'ange est le seul de mes romans dont l'histoire n'a pas vraiment emballé mon maître lorsque je lui en ai parlé pour la première fois. Cependant, il ne m'a pas découragée, bien au contraire, et a accepté que je me lance dans ce roman qui au départ n'était pas prévu en 2 tomes. L'écriture en elle-même et le contenu de mes romans sont des domaines dans lesquels mon maître me laisse une assez grande liberté. Il ne m'impose aucun thème et ne m'en interdit aucun, du moins jusqu'à présent. Pour autant, son avis et son accompagnement me sont précieux et indispensables. Que ce soit sur le début d'idée d'une histoire, un passage bloquant ou le grand final. Parfois, j'ai aussi besoin de son point de vue de maître pour certains passages. Je me projette assez bien, mais il m'est arrivé plusieurs fois de mettre une soumise dans une situation particulière, mais de ne pas vraiment savoir comment réagir à un maître dans ce contexte. Je lui demande alors son avis, et parfois même, je lui laisse ma plume le temps de résoudre la situation, avec de vrais mots de maître. La seule véritable contrainte d'écriture qu'il m'impose, c'est le rythme et la régularité. Un roman par an, excepté cette année 2024, pour des raisons qui nous sont propres. Au cours de l'écriture de L'éveil de l'ange, l'alternance entre le moment où se déroule l'histoire et les récits du maître m'ont permis d'évoquer beaucoup de sujets différents, avec une grande facilité. Les souvenirs de Tristan, tirés de leur contexte, étaient simples à mettre en mots. J'y voyais plus clair sur les différentes étapes que je voulais imposer à Ange, et je commençais à m'interroger sur le nombre de pages de ce livre. Si j'y mettais tout ce que je voulais y mettre, sans brusquer les choses, il serait sans doute trop volumineux. Mais faire 2 tomes impliquait d'être certaine d'avoir encore suffisamment à dire dans un second tome. C'est finalement le choix du titre qui m'a amené à faire 2 volumes. Je n'avais pas d'idée précise pour intituler ce roman, mais je savais que je voulais que figure le surnom Ange. Avec mon maître, nous cherchions l'inspiration quand il m'a proposé L'éveil de l'ange. J'ai adoré. C'était exactement ça. Et dans la foulée, il m'a dit que si je décidais de faire 2 tomes, je pourrais appeler le second L'envol de l'ange. Il connaissait l'idée générale de ce que serait cette deuxième partie, et donc ça correspondait parfaitement au thème. J'avais 2 titres qui me plaisaient, et je décidai aussitôt qu'il en serait ainsi, il y aurait 2 tomes. Les débuts de Solange dans L'éveil de l'ange m'ont été facilement inspirés par ma propre envie d'écrire et mon manque de confiance en moi. Elle souhaitait écrire un roman noir et c'était au départ l'idée que j'avais moi aussi avant de me lancer dans les premières lignes de devenir sienne. Je raconte tout cela dans le podcast consacré à ce premier roman si ça vous intéresse. Au cours de l'histoire, je reviens souvent sur le manque de confiance de Solange et de l'implication de Tristan à la pousser à croire en elle. C'était important que je le fasse car j'ai moi aussi bénéficié de cet accompagnement. Un maître n'est pas seulement là pour utiliser à loisir le corps de sa soumise. Il doit la guider dans son cheminement, mais pas seulement.
Encore une fois, il ne s'agit que de ma vision des choses, et je la sais partagée par beaucoup. Un maître est un guide, un mentor. Il doit user positivement de l'influence qu'il a sur sa soumise. Contrairement à un profiteur ou à un pervers narcissique, un maître doit avoir à cœur d'élever sa soumise, de la révéler, parfois aux yeux du monde, parfois simplement pour elle-même, et c'est déjà beaucoup. Cette influence peut atteindre n'importe quel domaine, donner une meilleure estime de soi, mieux accepter son corps, croire en soi, oser des changements de vie, de carrière. Dans le cas d'Ange, Tristan la pousse à croire en ses capacités à écrire, mais aussi à tout mettre en œuvre pour réaliser ses rêves de voyage lointain. Dans ce type de relation, la volonté de satisfaire son maître est sans limite pour la soumise. Utiliser cette force pour la faire avancer dans sa vie, c'est un cadeau précieux qu'elle pourra garder quoi qu'il arrive. C'est un peu la morale que j'ai voulu donner à cette histoire. Une soumise n'est pas faible et fragile, bien au contraire. Il faut beaucoup de caractère et de force mentale pour se lancer et évoluer dans une telle relation. Mais parfois, ces capacités sont dissimulées derrière des craintes ou des complexes. Et c'est aussi le rôle d'un maître que de les dévoiler. Elle est soumise à ses pieds, mais tellement plus forte face au reste du monde. Et quelle fierté lorsque les épreuves sont surmontées et les objectifs atteints, pour l'un comme pour l'autre. Dans ce premier roman, j'ai détourné un conseil que je donne parfois aux couples vanille qui cherchent comment concilier leur vie de tous les jours et des moments BDSM avec une transition subtile. C'est d'ailleurs une soumise qui m'avait parlé d'un code mis en place dans son couple qui m'avait inspiré cela. Plutôt que de se concerter pour savoir si l'un ou l'autre est disponible physiquement et mentalement et avoir une organisation un peu froide, l'idée était justement d'instaurer un code. Un objet placé à un endroit particulier dans la maison, par exemple. Le dominant place l'objet lorsqu'il souhaite une séance, et lorsque la soumise est prête, elle le place ailleurs ou le garde avec elle, peu importe ce qu'ils ont défini. Ainsi, les deux savent que c'est le bon moment. Je sais que dans les situations de couple vanille, il est difficile d'avoir des moments à soi. Organiser une séance BDSM lorsqu'on a des enfants sous le même toit peut être vraiment compliqué. J'évoque cette situation dans mon roman Turbulence d'ailleurs. Ce système de code permet d'être sûr de la disponibilité et de l'envie de l'autre. Les rôles peuvent d'ailleurs être inversés. Lorsque la soumise est prête, elle a recours au code et sait qu'elle se met alors à disposition pleinement de l'autre. La situation peut être excitante lorsque les deux ont conscience de ce qu'ils mettent en place et de ce qui suivra, sans que personne ne puisse s'en douter. Bien sûr, tout cela est à adapter à la situation de chacun, et celles et ceux qui pratiquent régulièrement dans leur couple ont déjà leur façon de procéder. D'ailleurs, pour celles et ceux qui pratiquent tout en ayant une vie familiale omniprésente, n'hésitez pas à laisser vos commentaires pour partager votre façon de tout concilier. Je suis certaine que cela pourra être utile à d'autres personnes. Je reçois tant de messages de femmes expliquant qu'elles aimeraient vivre ce type de relation avec leur mari ou conjoint sans savoir comment s'y prendre que je sais combien cela peut être compliqué. D'une certaine façon, j'ai repris cette idée lorsque Tristan explique à Ange qu'il laissera un collier sur la petite table de la bibliothèque, que ce sera à elle de choisir si elle le portera ou non. Si oui, alors cela voudra dire qu'elle se donne à lui. Sinon, ils feront comme si de rien n'était. Dans le second tome, L'envol de l'ange, j'évoque ce que j'appellerais la pluralité ponctuelle. La pluralité est de façon globale un vaste sujet. Il peut s'agir d'un maître qui a plusieurs soumises, parfois ensemble, parfois séparément, de façon régulière ou ponctuelle. Mais cela peut être aussi un maître qui aime prêter sa soumise à d'autres hommes ou à d'autres femmes. Dans ce roman, la relation est au départ exclusive. Du moins, Ange n'est pas au courant que son maître aurait recours à d'autres qu'elle. Alors qu'il lui annonce le moment où ils pourront se revoir, il lui demande de prévoir d'être accompagné d'une autre soumise, afin de mieux le divertir. Ange ne s'attendait absolument pas à une telle demande et elle n'est pas vraiment enthousiaste. Avec ce passage où elle cherche au fond d'elle-même la force de comprendre et d'accepter cette situation, j'essaie d'analyser sa réaction. L'impact de la jalousie et du manque de confiance en soi, encore une fois, car Ange considère aussitôt que s'il veut une autre soumise en plus d'elle, c'est qu'elle ne lui suffit pas. Le rapport au corps aussi, lorsqu'elle imagine qu'il trouvera l'autre plus belle et mieux faite. L'impact que tout cela peut avoir sur leur relation et sur sa soumission, sur son propre regard, sur elle-même, mais aussi sur lui. J'ai aussi essayé d'analyser les réactions du maître, ses attentes, sa façon de gérer les craintes d'Ange. Je me suis demandé s'il devait lui imposer ou non, si elle devait refuser quoi qu'il lui en coûte, quitte à perdre son collier. Certains de mes personnages, comme Laura dans Devenir sienne et Marquée au fer, ont la capacité de tout accepter naturellement. Mais j'ai bien conscience que ce n'est pas toujours le cas. Une vraie relation ne devrait pas commencer sans que ce sujet ne soit clairement abordé. Combien ai-je eu de témoignages de soumises ayant découvert des mois, voire des années après, qu'elles n'étaient pas seules à porter le collier de leur maître. J'aborde ce thème dans Turbulence où Lucie se sent ainsi trahie. Au fond, elle aurait pu accepter de ne pas être la seule, mais c'est le mensonge qu'elle ne peut pas supporter.
Ce genre de relation nécessite une confiance absolue, bien plus que dans une histoire vanille, à mon sens en tout cas. On dit qu'une soumise doit tout dire à son maître, qu'elle doit se livrer nue, qu'elle ne doit avoir absolument aucun secret pour lui. L'inverse n'est pas vrai, bien sûr, nous ne sommes pas sur une relation d'équité, mais il y a des choses qui ne devraient pas être cachées. Ce n'est à mon sens pas digne d'un maître de qualité. Toutefois, la pluralité peut parfois, et souvent même, être un fantasme de soumise. Il ne s'agit pas systématiquement d'une contrainte qui amène à diverses remises en question, bien évidemment, et heureusement. Je reçois souvent des messages de soumises en collier qui cherchent mon partenaire le temps d'une séance et qui me demandent si je connais quelqu'un. Dans le cas d'Ange, c'est différent. Ce sujet n'a pas vraiment été abordé lorsque Tristan la prend pour soumise. Le fait qu'il lui ait raconté plusieurs expériences plurielles qu'il avait eues par le passé avait suffi, selon lui, à ce qu'elle garde à l'esprit que cela faisait partie de ses pratiques. Encore une fois, je ne peux que conseiller à toutes celles et ceux qui se lancent d'avoir une vision très claire sur ce genre de choses, avant de s'engager. Parfois aussi, on peut en avoir envie au début, et après quelque temps, lorsque les sentiments s'en mêlent, ne plus s'en sentir capable. C'est aussi un cas de figure qui existe, et que l'un comme l'autre devra pouvoir gérer. C'est un peu ce qui se passe pour Ange. Écouter les récits pluriels de Tristan, alors qu'elle n'était pas sa soumise, l'excitait et ne lui posait pas de problème. Mais elle imaginait dominer une autre femme et l'utiliser sexuellement en sa présence, alors que leur relation avait évolué et qu'elle avait développé des sentiments pour lui était devenue complètement inconcevable. Cette réaction qu'il pouvait comprendre pour une femme, Tristan ne pouvait pas l'entendre de la part d'une soumise. Je ne vais pas spoiler ici le dénouement de cette demande, mais j'invite celles et ceux qui pratiquent depuis peu ou qui souhaiteraient pratiquer un jour à s'interroger sur leurs réactions, leurs envies et leurs attentes, que ce soit en tant que soumise, mais aussi en tant que maître. Si vous aviez été à la place de Solange, auriez-vous accepté avec plaisir, uniquement par soumission, ou bien est-ce que cela aurait été au-dessus de vos forces ? La fin de l'écriture de l'Éveil de l'Ange a été une des situations les plus compliquées que j'ai pu vivre en tant qu'autrice. À l'époque, ce n'était que mon 4e roman. Mais même avec le recul et 11 romans publiés à ce jour, si je compte Sombre Folie, je n'ai jamais vécu un tel blocage. Je vous disais que mon maître n'intervenait pas ou très peu dans mon organisation d'écriture, car il avait pu constater que j'étais globalement assez constante. Mais cette fois, il a senti que quelque chose n'allait pas et que je n'écrivais plus. En général, je lui parle régulièrement de mon avancée et je lui dévoile la trame, je lui fais part de mes doutes ou lui demande son avis. Mais les semaines passaient et silence complet sur l'envol de l'Ange. Silence qui n'est bien sûr pas passé inaperçu très longtemps. En effet, s'il m'arrivait régulièrement de dire que j'allais essayer d'écrire, ce qui était vrai, dans les faits, je n'y parvenais pas. Il arrive parfois, durant l'écriture d'un livre, que l'inspiration ne vienne pas ou que la vie fasse que l'on y accorde moins de temps. Je n'ai pas un rythme journalier, je n'écris pas à 4 ou 6 heures tous les matins, quoi qu'il arrive, comme certains font. Je peux écrire beaucoup pendant 3 jours et plus rien pendant une semaine, ce n'est jamais un problème, sauf dans ce cas. Nous avons échangé sur mon blocage et ses raisons, que mon maître connaissait bien. J'avais décidé moi-même du déroulement de ce livre et d'y inclure certains sujets délicats, mais je n'avais pas imaginé que ce serait si compliqué. J'avais analysé mon texte et j'avais une idée assez précise du nombre de chapitres qu'il me restait à écrire, et du nombre de caractères de chacun. Dans ce roman, tous les chapitres sont de la même taille. Cela fait partie des petits challenges que je m'impose parfois. Il me manquait les 5 derniers. Je me souviens avoir dit à mon maître que ça me rendait folle d'être parfois capable d'écrire tout un chapitre en une seule journée, alors que là, je n'arrivais plus à produire la moindre ligne. J'aurais peut-être mieux dû choisir mes mots. Il m'a recadré, comme j'avais besoin de l'être, et ordonné d'écrire un chapitre par jour, puisque j'en étais capable sur d'autres sujets, et de les lui donner pour lecture, chaque soir. Seulement 5 chapitres, 5 journées d'écriture. Au bout de 5 jours, mon roman serait terminé. Hors relecture, correction et amélioration, bien sûr. Il ne s'agissait que de livrer une version brute, mais ça me semblait assez surréaliste. D'autant plus que ça faisait des semaines que j'avais le syndrome de la page blanche. Et s'il m'était arrivé d'écrire un chapitre en une seule journée, je ne l'avais jamais fait plusieurs jours de suite. Je vous laisse imaginer le vent de panique. Pourtant, c'était exactement ce dont j'avais besoin, et il le savait très bien. Impossible de ne pas obéir. Impossible aussi de bâcler cette fin de roman. J'avais donc de longues journées qui m'attendaient. Bien plus que d'être longues, elles ont été particulièrement éprouvantes, mentalement. Mais j'ai su aller au bout et respecter l'ordre donné. Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas davantage être spoilés sur la fin de L'Envol de l'Ange, vous pouvez vous arrêter ici. La raison de mes difficultés à écrire ce roman, c'est bien sûr le fait que je doive me projeter dans la situation que vivait Ange. Mon maître m'a toujours dit, et cela avant même que je porte son collier, que de telles relations fonctionnent sous forme de cycle, avec un début, une évolution et une fin. Il ne s'agit pas, pour lui en tout cas, d'une histoire qui commence et on verra où ça nous mène. Avant même l'engagement, la notion de fin est évoquée et omniprésente. Cette vision de fin de relation, Tristan l'a aussi. Comme par hasard, me direz-vous.
D'une certaine façon, c'est dans la logique des choses. Quel couple, vanille ou autre, peut aujourd'hui se former avec l'absolue certitude qu'il durera toujours? Même la plupart des mariages se terminent par des divorces. Et encore, quand il s'agit de relations vanille, on a dans l'idée de vivre et de vieillir ensemble, de faire des concessions, de construire une vie de famille. Mais le BDSM fonctionne autrement. Même si bien sûr certains couples se forment en commençant par quelques séances et évoluent vers une vraie vie de couple BDSM. Toutefois, j'ai peu d'exemples durables en ce sens. L'idée même qu'une relation puisse prendre fin à n'importe quel moment ne me choque pas et je la comprends. Mais le fait que ce soit si naturellement annoncé, avec un timing presque défini et sans autre motif que le temps qui passe, me déstabilisait particulièrement. Cette fin promise à une échéance qui n'était pas prévue à très long terme a été très anxiogène et difficile à accepter. Comment se donner corps et âme en sachant que même sans commettre la moindre faute, naturellement, un jour, il faudrait accepter cette fin de cycle? J'avais déjà évoqué cette situation dans mon roman L'Esclave. Maître Argan accepte de prendre Léna pour esclave, mais pour une seule année. Elle se retrouve confrontée à la même situation, surtout les dernières semaines. Comment continuer de s'offrir à 100% avec le décompte des jours en tête? Et comment comprendre cette volonté d'arrêter alors que tout se passe bien? Je me suis longtemps heurtée aux mêmes questions et aux mêmes interrogations. Je me souviens m'être dit que je n'aurais pas la force de raconter par écrit la fin de ma condition de soumise et ma propre histoire, et encore moins de la publier. Pourtant, j'avais besoin d'extérioriser ce que je ressentais vis-à-vis de tout ça. C'est pour cette raison que j'avais quand même décidé d'écrire sur le sujet, sur la fin de cycle d'Ange, et non sur la mienne. Toutefois, je n'étais pas entrée dans les détails. Je n'avais pas de plan, de scénario ou d'idée globale sur la façon dont ça se passerait. Me projeter dans cette situation, imaginer son déroulement, les mots échangés, les gestes, les émotions, et le tout dans son ensemble, sans parler de l'après, m'était impossible. Voilà pourquoi quand je suis arrivée à ce stade de l'histoire, le blocage a été total. J'ai essayé de ménager Ange autant que je le pouvais et de la faire réagir le plus dignement possible, sans minimiser ce qu'elle ressentait. Si beaucoup de mes lectrices m'avouent avoir beaucoup pleuré en lisant la fin de ce roman, je vous assure que ça a été le cas pour moi aussi lorsque je l'ai écrite. D'autant plus parce que je sais qu'un jour ou l'autre, d'une façon ou d'une autre, je serai confrontée à cette réalité. Sans doute ai-je pensé que de l'écrire de cette façon, en m'attardant sur tous les détails, me préparerait mentalement et me permettrait de mieux gérer cette situation le moment venu. J'ai aussi voulu évoquer ce sujet pour celles qui souhaitent se lancer dans une telle histoire, et puis sans mesurer les conséquences dans leur ensemble. Se soumettre, construire un lien fort et puissant avec son maître, se donner corps et âme à lui procure des émotions hors normes. Mais toute médaille a son revers, et certaines étapes de la relation peuvent se révéler destructrices. Il n'y a pas que la fin qui peut l'être. Combien de fois m'a-t-on relaté des trahisons ou des comportements profondément indignes d'un maître? J'évoque certaines de ces situations dans Turbulence d'ailleurs, qui porte bien son nom et qui lui aussi tente de démontrer via certains exemples que tout n'est pas aussi beau et rose que l'on peut l'imaginer. Dans L'Envol de l'Ange, bien que je ne comprenne toujours pas pourquoi Tristan a souhaité rendre sa liberté à Ange, il le fait d'une belle façon, je pense. C'est en tout cas ce que j'ai essayé de faire. Il l'accompagne, il lui promet de rester présent dans sa vie. D'ailleurs, vous pouvez lire la suite de l'histoire d'Ange dans la nouvelle qui lui est consacrée dans Parfum d'elle. J'avoue qu'elle n'a pas été simple à écrire non plus, mais j'ai su prendre plus de distance et ne pas me projeter. C'est son après, pas le mien ni celui que je pourrais imaginer pour moi. Dans la réalité, bien des histoires se terminent de façon désastreuse. Je reçois bon nombre de témoignages qui me font réaliser à quel point c'est une étape difficile. Beaucoup de dominants se lancent dans ce type de relation sans avoir conscience des enjeux et des répercussions. Prendre en collier une soumise est une grande responsabilité qui ne devrait pas être prise à la légère. Il n'y a pas que des ordres à donner et du plaisir à recevoir, c'est bien plus que ça. Au-delà de l'idée de faire évoluer positivement sa soumise, la confiance et le respect sont des bases indispensables à toute relation. Certes, une histoire peut prendre fin, mais le maître doit savoir y mettre un terme dans de bonnes conditions, de belles façons et avec dignité. On oublie le SMS maladroit envoyé lâchement. Comment peut-on se prétendre maître et agir ainsi? Prendre une soumise en collier, c'est beaucoup de responsabilité. Il faut lui accorder du temps, être à son écoute. Elle fait don de tout ce qu'elle est. Il est indispensable d'avoir du respect pour elle et de faire les choses bien, jusqu'au bout et aussi après. Il faut assumer ses choix et ses actes. Les gens sont souvent choqués lorsque je leur explique que mon maître a cette vision de fin de cycle et qu'elle est omniprésente dans mon esprit. Pourtant, je dois admettre que c'est finalement très honnête. Et je préférerais sans aucun doute la fin que Ange a vécue à la plupart de celles que l'on me raconte, et où le dominant se révèle profondément décevant, quoi qu'il ait pu promettre avant. Alors pour celles et ceux qui se demandent quelle réponse je donne à la question « Comment peut-on se donner pleinement quand on a constamment cette notion de fin de cycle à l'esprit ?», je dirais qu'il faut beaucoup d'abnégation. Beaucoup. Il faut aussi l'accepter, faute de le comprendre, et parfois, les règles évoluent.
J'espère que vous avez aimé ce podcast et en apprendre davantage sur ces deux romans, L'éveil de l'ange et L'envol de l'ange. Comme tous mes livres publiés aux éditions Tabou, ils sont disponibles sur toutes les plateformes de vente en ligne et dans certaines librairies. N'hésitez pas à me donner votre avis et à commenter cet épisode, notamment sur Facebook, Instagram ou YouTube. C'est là que je serai le plus à même de vous répondre. Je publie un nouvel épisode un lundi sur deux à 18h. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas les rater. Et à très bientôt.